La ZLECAf est l'acronyme de la zone de libre-échange continental africain. C'est un projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine et nous recevons au cours de cette émission un invité pour en parler. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Portail du Succès. Cette émission que vous avez l'habitude de suivre toutes les semaines. On se retrouve pour un autre numéro juste après cette transition. Alors, au cours de cette émission, nous recevons Monsieur Al Kitenge, à qui je vais souhaiter la bienvenue. Monsieur Al Kitenge, bienvenue dans Portail du Succès. Merci beaucoup, merci madame. Alors, vous êtes une personnalité publique et un professionnel reconnu, principalement en République démocratique du Congo. Et donc, les informations sur vous, parce que nous devons dire ces informations à ceux qui nous suivent. Vous êtes donc un stratège, un géoéconomiste, un analyste économique et un consultant spécialisé dans la transformation des organisations et l'optimisation des performances dans les secteurs publics et privés depuis 20 ans. Et je m'occupe énormément de toutes les questions d'innovation. Ok. Et donc, on vous reçoit ici pour parler justement de cette zone économique de libre-échange. Et donc, nous allons commencer déjà avec la première question. Nous allons parler sur le plan panafricain, parlant de la vision panafricaine de la ZLECAf. Comment évaluez-vous son état d'avancement actuel et le niveau d'engagement réel des pays africains pour concrétiser le grand marché unique du continent? Vous savez, lorsqu'on a un plan aussi ambitieux que celui-là, les Africains commettent l'erreur de penser qu'ils peuvent agir en dernière minute. La ZLECAf fait suite à un certain nombre d'organisations régionales. SADC, EAC et bien d'autres. Et il y a quelque chose qui manque à tout ça. C'est des infrastructures de mobilité pour être en mesure d'assurer les échanges. Il ne me semble pas que même pour la ZLECAf, nous soyons en train de mettre en place les infrastructures de base pouvant permettre de créer physiquement ce grand marché continental. Et cela demande de l'argent, mais cela demande surtout de la discipline d'exécution. Et malheureusement, il me semble que les Africains ne font pas assez pour que nous soyons en mesure d'aller vers les objectifs que nous nous sommes fixés. Alors justement, toujours en parlant de cette vision sur le plan panafricain, donc au-delà de l'élimination des droits de douane, parce que vous le savez, donc il y a l'élimination des droits de douane dans ces échanges, quels sont selon vous les principaux obstacles non tarifaires qui freinent le commerce, en dehors de ce que vous dites, qui freinent le commerce intra-africain, et comment la ZLECAf tente-t-elle concrètement d'y remédier? Le premier vrai obstacle, c'est comme je disais, les infrastructures de mobilité. Parce que tout compte fait, même si on voudrait échanger, il faut bien que les marchandises partent d'un point vers un autre. Vous savez, il est plus facile et moins cher de faire venir du riz de Thaïlande que de le faire venir du Zimbabwe vers Kinshasa. Simplement parce que nous n'avons pas d'infrastructure de mobilité interne. Et ça, c'est valable pour beaucoup d'autres choses. Tout à l'heure, je vous faisais une allusion au pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville. Cette jonction n'a pas pour vocation de réunir uniquement les deux pays. C'est une infrastructure qui est destinée à réunir Tripoli à Durban. Et donc le nord au sud. Et ce genre d'infrastructure transfrontalière devrait être la base de notre capacité de travailler ensemble. Deuxième chose, c'est aussi cette intelligence collective que nous devons être en mesure de mettre en place pour être en mesure de dire s'il y a un savoir-faire sur le continent, il faudrait bien qu'il s'exporte, mais même qu'il s'exporte gratuitement pour être en mesure de créer la puissance sur le continent. Aujourd'hui, la ZLECAf est une réponse à une insolente force qui nous a bousculés pendant Covid. Pendant Covid, nous nous sommes rendus compte que les pays occidentaux ont décidé de stopper tout le transport des biens et équipements entre les différents continents. Et nous nous sommes retrouvés ici, coincés,
incapables de nous approvisionner, y compris sur des choses de base. Je pense que c'était un cri d'alerte qui devait nous permettre de réfléchir 10 fois pour que nous soyons en mesure d'investir suffisamment d'argent et d'efforts pour que le continent puisse être en mesure d'assurer des échanges sur le territoire et la terre ferme. Lorsque vous parlez des infrastructures, on peut dire, c'est vrai, il y a certains pays qui ont des problèmes justement d'infrastructures, mais est-ce que ce sont tous ces pays? Oui, vous savez que vous ayez des infrastructures d'une certaine qualité sur un territoire ne suffit pas. Il faudrait bien que la connectivité entre les différents pays se réalise. Il va falloir qu'un camion qui part du Maroc soit en mesure de rouler sur des routes de plus ou moins la même qualité jusqu'à Durban et vice-versa. Il est important que nous ayons des rails avec les mêmes écartements pour qu'une marchandise qui partirait de Nairobi et qui voudrait aller au Katanga ne soit pas obligée de contourner, qu'il soit en mesure de venir sur la partie est de la RDC, remonter et se retrouver dans la partie centrale de la RDC parce que simplement nous avons le même système de rails. Et je crois que c'est toutes ces choses sur lesquelles il faut être en mesure de discuter pour qu'on soit en mesure de regarder les choses viablement. Il y a une autre infrastructure qu'il faut regarder, c'est l'infrastructure énergétique. Nous sommes dans l'ère de ce qu'on appelle les effets climatiques néfastes. Et donc, l'économie verte est une véritable contrainte. Et nous sommes sur le continent qui a le plus de potentiel hydroélectrique, mais également qui a le plus de potentiel solaire. Nous devrions être en mesure d'en tirer profit et être en mesure de pouvoir utiliser cela comme élément d'intégration. Pourquoi je le dis? Parce que pour l'instant, le continent consomme beaucoup de produits pétroliers et il y en a très peu sur le continent qui en produisent. C'est donc des produits d'importation. Alors, c'est vrai que vous avez parlé de ressources que vous avez même anticipé parce que vous avez parlé également de la RDC. Mais concrètement, avec ces vastes ressources et sa position géographique, au-delà de ce que vous dites, donc sa position géographique centrale, quels sont les avantages comparatifs et compétitifs majeurs que la RDC pourrait faire valoir dans le cadre de la ZLECAf, en dehors de ce que vous avez cité? Je pense que ça, l'avantage majeur comparatif et compétitif pour la RDC, c'est déjà le potentiel hydroélectrique. Nous sommes le seul pays au monde qui a, par tête d'habitants, autant de potentiel. Juste pour vous dire, nous avons à peu près 200 gigawatts de potentiel hydroélectrique, sans compter à peu près 150 gigawatts de potentiel solaire. Cette énergie de qualité, non polluante et propre est un atout majeur. Si nous devenons le pays où il y a de l'énergie en quantité à des prix abordables, nous serons l'usine du monde. Ça, c'est l'élément central. La deuxième des choses, c'est que nous sommes l'endroit par où, de manière naturelle, les gens devront passer. Nous sommes le hub de la connectivité africaine. Mais si nous ne jouons pas ce rôle, il va être joué par d'autres. Par exemple, sur le plan aérien, l'Éthiopie joue déjà un rôle qui nous vole la vedette. Mais quand vous regardez la place de la RDC, nous sommes au cœur du continent. Ça se s'entend. Nous sommes à l'endroit où on est à égale distance de partout. Donc si nous y travaillons bien, probablement nous pourrons être en mesure de récupérer cette place. C'est donc valable, ce qu'on appelle dans le multimodal, que ce soit en l'air, sur le rail, sur la route, que sur l'eau. Et aujourd'hui, c'est vrai, on parle de l'importation, on parle de l'exportation, parce que nous parlons de l'économie, mais dans le secteur privé, par exemple, lorsqu'on parle des PME, quelles mesures d'accompagnement sont essentielles pour les PME? Déjà, il faut être en mesure, avec tous les outils qui existent aujourd'hui, de pousser les PME congolaises à arbitrer au-delà des frontières. Vision. Deuxième, il faut leur donner des outils qui leur permettent de produire des biens et services de qualité, d'où l'OCC qui doit accompagner. Et donc, il y a un besoin que l'État s'approprie la mission et le devoir et les défis pour que les PME soient en mesure d'être entraînées dans un élan de performance collective qui va générer la performance individuelle. Je ne crois pas aux PME isolées qui marchent bien alors que tout le reste ne va pas bien. Donc il est important que les PME deviennent un moteur du progrès et de la performance collective. Alors, la ZLECAf
tel que vous le dites, est-ce qu'elle pourra faire face à d'autres organisations? Parce que ça, c'est sur le plan africain. Est-ce qu'elle pourra faire face à d'autres organisations, telles que par exemple l'Union européenne, par exemple? Est-ce qu'elle pourra faire face si nous prenons l'échéance jusqu'à 2063? Pensez-vous qu'elle pourra faire face à d'autres organisations? Oui, elle pourra absolument faire face et elle va faire face. Pour deux raisons. La première, c'est que l'Afrique s'enrichit. La deuxième, c'est que l'Afrique se popule. Donc il y a la croissance démographique dans le monde entier est de loin plus grande en Afrique que partout ailleurs. Ces deux éléments combinés ensemble nous donnent des opportunités de pouvoir peser sérieusement sur l'avenir. En ce qui concerne l'impact panafricain et stratégique ainsi que la réduction de la pauvreté, la ZLECAf a pour objectif de sortir des millions d'Africains de la pauvreté. Selon vous, selon vos analyses, par quel mécanisme économique principal d'augmentation et de revenus pour la création des emplois qualifiés, en parlant par exemple de baisse de prix, cet objectif serait-il atteint? D'abord, moi je déteste beaucoup l'idée de la lutte contre la pauvreté ou la réduction de la pauvreté. Je me dis simplement qu'on devrait se concentrer sur la création des richesses, la création et la distribution de la prospérité. Et là vient le premier élément qui est celui des importations des biens. Tant que l'Afrique va continuer à importer des biens de l'extérieur, y compris des biens qu'elle peut produire, elle ne créera pas des emplois parce que tous les biens qui sont produits, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui ont été payés, qui ont payé des taxes. Nous avons l'obligation de pouvoir nous assurer que tout ce travail est fait sur le continent. Ça veut dire qu'en fait, nous devrons nous battre pour que la préférence continentale devienne une réalité. Que quand nous allons acheter des biens, c'est parce que c'est des biens qui ont payé des salaires et des taxes sur l'autre continent. Et je pense que c'est un élément extrêmement important. Est-ce qu'il y a une nuance lorsque vous dites que vous n'êtes pas pour la réduction de la pauvreté, mais plutôt la création des richesses et la création d'emplois? Est-ce qu'il y a une nuance? Il y a une grosse différence. Ça fait des années qu'on lutte contre la pauvreté, qu'on fait de la stratégie pour la réduction de la pauvreté, et nous sommes toujours pauvres. Parce que nous poursuivons la pauvreté un peu moins grande ou un peu moins petite. Mais si notre objectif est de poursuivre la prospérité et créer des richesses, c'est des outils différents, c'est une stratégie et une approche complètement différente.